Amis des Talkie-Walkie, bonjour. Je ne suis pas, et de loin, un spécialiste de la radio, hein. Je suis même pas radio amateur. Mais bon, voilà, c'est comme des domaines où j'essaye d'apprendre. Il y a quelques temps, j'étais assez intéressé par acheter ce qu'on appelle, je veux dire, basiquement des Talkie-Walkie. Et j'en ai trouvé une paire sur Banggood qui me paraissait bien. Et à la réception, comme on va le voir, je me suis aperçu que c'était pas si simple et que, enfin, ce que j'avais reçu, si je les utilisais comme ça, pouvait me poser quelques problèmes. Alors je profite de cette vidéo pour faire quelques rappels, hein, vraiment très simples. On trouvera après plein d'informations sur Internet. Mais en gros, c'est que depuis quasiment les débuts de la radio, l'émission est très réglementée. Et bien sûr, en France, ou en France en plus, on adore faire des règlements. Premier truc qu'on fait quand il y a une nouvelle invention, on fait des règlements. Mais bon, d'un autre côté, c'est des réglementations qui, dans la plupart des cas, peuvent quand même se comprendre dans la mesure où les fréquences radio sont utilisées pour des choses qui sont, je veux dire, assez vitales et, au niveau de la sécurité, les avions, les secours, les pompiers et ainsi de suite. Donc en gros, il y a des plages de fréquences qui sont réservées à certains usages, hein, voilà, il y a des conventions soit internationales, soit européennes, soit nationales. Mais en gros, ces fréquences, on peut toutes les écouter. De toute façon, le fait d'écouter une fréquence, même si il fut un temps, je sais pas si c'est encore le cas, où il y en avait, en théorie, c'était interdit, d'un autre côté, c'est quasi indétectable. Voilà, enfin, à moins de se faire prendre sur le fait, il n'y a pas de moyen technique simple pour savoir si on écoute ou pas une fréquence. Mais en même temps, de toute façon, ça ne peut pas faire de danger. Moi, j'écoute très souvent les émissions des avions. Voilà, le fait d'écouter, ça gêne personne. Voilà, c'est vraiment pas un problème. Par contre, bien sûr, dès qu'on va émettre, là, soit on peut déjà faire du brouillage, soit donner des fausses informations. Enfin, on peut faire des tas de trucs. Et donc, pour tout ce qui va être émission, il faut utiliser déjà des appareils souvent homologués, payer une licence. Puis voilà, enfin, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les radioamateurs qui sont une licence, hein, généralement, ils ont passé un examen, ils ont donc le fait d'avoir cette licence leur donne un certain nombre de droits, et ils peuvent même éventuellement utiliser les appareils qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais encore une fois, ça leur donne pas le droit d'émettre sur n'importe quoi et n'importe comment. Mais voilà, s'ils sont dans les clous et que les appareils qu'ils ont faits respectent certaines normes, hein, normalement ils sont censés les avoir contrôlés au niveau des harmoniques et tout ça, et ils ont quand même ces possibilités-là. Ce qui est sûr, c'est que émettre sur des fréquences sont pas autorisées ou avec des puissances non conformes. Voilà, la loi, ça peut se donner des fortes amendes. Enfin, si on regarde les textes de loi, voire de la prison. Mais surtout, ça peut avoir des conséquences quand même très graves. Imaginons quelqu'un qui s'amuserait à émettre sur les fréquences des avions, des secours, des choses comme ça pourrait faire des bêtises, hein. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'avais vu qu'il y a un abruti qui utilisait un brouilleur de GPS qui foutait le bordel près d'un aérodrome. Enfin voilà, il a eu des problèmes. Pour en revenir à ces histoires de talkie-walkie, il existe différentes fréquences et technologies qui permettent justement de faire ces échanges mobiles. Mais là aussi, pour beaucoup d'utilisations dites professionnelles, c'est pareil, il faut une autorisation, il faut éventuellement avoir une licence. Alors, il existe pour les amateurs ou même les professionnels, mais je veux dire, voilà, des solutions qui sont libres et gratuites. Hein. Il y a des trucs sur le Wi-Fi, il y a la Citizen Band, à ma connaissance, existe toujours, et il y a le fameux aussi PMR 446. Le PMR 446, un PMR, ça veut dire Personal Mobile Radio, c'est une bande de fréquence, 446 MHz, qui, elle, permet, alors normalement avec des appareils homologués, ou du moins en respectant bien les normes, et là, une utilisation, on va dire, libre, sans soumis à déclaration ou licence. Cette norme, a priori, elle est européenne. Après, c'est pareil, enfin, selon les pays, il y a d'autres normes qui ne sont pas forcément autorisées en France. Alors, pour en revenir à ce PMR 446, à la base, il est fait de 8 canaux qui sont exposés de 12,5 kHz. Voilà, on voit que c'est une bande qui est très très limitée, hein, entre 46 MHz et 446, 1 MHz. Hein. C'est vraiment très très serré. C'est ce que ça émet en modulation, ce qu'on appelle de la FM à bande étroite. Hein. Donc, FM, donc c'est la modulation de fréquence. Et bande étroite, ça veut dire que la largeur de bande des canaux est limitée, ce qui va bien sûr limiter la bande passante du signal modulant. Mais ici, c'est pas fait pour de la hi-fi ou de la vidéo, c'est fait pour de la voix. Donc, généralement, ça va être très limité. Hein, ça va être de l'ordre de
voilà, enfin, les bandes pour la voix, souvent, c'est de l'ordre de 3 kHz dans ces eaux-là maximum. De même, la puissance est très réduite, hein, vu qu'elle est de 500 milliwatts, puissance apparente rayonnée, qu'on appelle ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, je veux dire, limité. Ça autorise, selon les antennes et là où on est, des portées, on va dire, de l'ordre de à peu près 1 km. Alors après, c'est comme toutes les propagations radio, ça peut dépendre de plein de choses. Enfin voilà, le but c'est vraiment de faire communiquer des gens dans des espaces vraiment restreints, enfin dans des zones géographiques restreintes. Ça peut être utilisé pour voilà des campeurs, des randonneurs, des trucs comme ça. Donc voilà à la base les 8 canaux autorisés hein, de base. Voilà, qui sont numérotés donc de 1 à 8, sachant qu'en fait, on voit parfois qu'il y en a plus, mais après, voilà, enfin, on va dire, à la base, pour les trucs gratuits, on va dire grand public, c'est ça. Alors, il y a une autre chose qui est aussi intéressante, qui sont les systèmes de skelch sélectif, hein, qu'on appelle entre autres CTSS et DCS. Alors, contrairement à ce que j'ai pu lire des fois, ce système-là n'est pas du tout un cryptage. D'abord, normalement, enfin, c'est pareil, on n'est pas censé émettre de façon cryptée, c'est-à-dire que n'importe qui écoute la fréquence sur laquelle on est, voilà, pourra entendre ce qu'on dit. Donc, voilà, si, si on estime que c'est secret, c'est pas ces systèmes-là qui vont donner du secret. Et surtout, c'est pas un autre canal. Je veux dire, ce truc-là, c'est un sketch sélectif. C'est-à-dire, en gros, ça va permettre de n'écouter que les émissions qui contiennent un code particulier. Mais si, avec des codes différents, il y a des gens qui émettent en même temps sur la même fréquence, ça marchera pas. Ça n'autorise sur le même canal, en gros, qu'une seule émission à la fois. L'idée, c'est de pouvoir s'adresser éventuellement qu'à un seul récepteur dessus. Je rappelle que ce qu'on appelle le skelch, généralement, c'est un silencieux automatique. Pourquoi? Parce que quand on écoute une fréquence radio, surtout en FM, il y a un fort bruit de souffle, il y a des parasites, des trucs comme ça, ce qui fait que si on est en veille pour attendre un message, c'est vraiment pas agréable d'entendre ça. Donc le sketch, en gros, ça permet d'avoir une sorte de limitation de niveau à la base et on déclenche l'amplificateur que quand il y a un signal BF assez fort. Alors c'est pas mal, mais souvent, pour peu qu'il y ait un parasite, un truc comme ça va quand même être déclenché. Et s'il y a plusieurs personnes qui discutent sur la fréquence et que ça ne nous intéresse pas, on va être déclenché à chaque fois. Donc l'idée du sketch sélectif, c'est de rajouter au moment de l'émission un codage qui va permettre de différencier ces appels. Et si on règle le récepteur sur le même codage, on n'entendra que les trucs qui correspondent. De façon claire, en gros, si je règle mon émetteur sur le code 50 et mon récepteur sur le code 50, quand le code 50 émettra, je l'entendrai. Mais quelqu'un qui fera sur le code 51, je l'entendrai pas. C'est pas aussi bête que ça. Donc il y a deux grands systèmes, entre autres, hein, il y a le CTSS hein, qui est analogique. L'idée, sans rentrer dans le détail, c'est que c'est une modulation qui est à basse fréquence, hein, c'est en dessous de 300 Hz, c'est-à-dire qui est filtré pour pas qu'on l'entende, et qui permet de donner cette information. Hein, a priori, il y a 50 valeurs autorisées. Bon, on peut voir qu'il y en a d'autres pour les pros, les radioamateurs, enfin. À la base, c'est comme ça. Et il y a un système un peu plus récent, plus moderne, qui est le DCS, qui, dans l'idée, c'est la même chose, mais lui utilise 3 chiffres qui sont codés de façon numérique en FSK, Frequency Shift Keying. Et là, il y a un peu plus de valeurs aussi autorisées. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va permettre un confort bien supérieur au sketch de base, et surtout, éventuellement, des gens qui sont tous sur le même canal, à un moment donné, de discuter qu'avec une autre personne. Mais ça n'empêche pas que si ces personnes-là veulent écouter et se mettent en mode réception, ils pourront quand même écouter ce qui se passe. Pour résumer, hein, parce que c'est le but de la vidéo, c'est pas parler que de ça, hein, on trouve plein d'informations sur le net, je mettrai quelques liens en commentaire. On trouve après qu'on veut acheter plein de modèles de toutes les qualités, plus ou moins respectueux des normes. Enfin, voilà, on va trouver de tout et un peu n'importe quoi, mais il faut bien sûr faire attention. Le fait que ça soit en vente libre, ça n'empêche pas que il faut respecter les lois. Rien ne m'interdit d'acheter un appareil émetteur. Ça n'empêche pas que il faut que je sois autorisé à émettre avec. Sinon, je peux avoir des problèmes. Par contre, comme je l'ai dit, si c'est juste pour faire de la réception, voilà, on peut acheter ce qu'on veut, on peut écouter ce qu'on veut, tant qu'on n'aimait pas, c'est pas un problème. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'au moment où on achète un appareil, soit en prenant homologué, ou au moins s'il n'est pas homologué,
vérifier qu'au moins il utilise les bonnes fréquences et les puissances autorisées. Si c'est un domaine qu'on veut approfondir, devenir radioamateur, hein, maintenant c'est quand même plus simple qu'avant. C'est une très bonne occasion de rentrer dans ce monde. Et voilà, si on fait n'importe quoi et on ne sait pas, ça peut coûter, comme je l'ai dit, très cher. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui sont dans l'illégalité totale sans le savoir. Comme on va le voir, l'appareil que j'ai acheté sur Banggood, il dit rien là-dessus. Enfin, je veux dire, moi j'y connais rien, je vois ça, je l'achète, je l'utilise tel qu'il est reçu, et j'émets avec des puissances pas bonnes sur des fréquences pas bonnes. Et j'en sais absolument rien, mais nul n'est censé ignorer la loi. Si je me fais gauler, ça peut me coûter très cher. Donc, si on achète quelque chose et qu'on n'en est pas sûr, le mieux c'est de demander à quelqu'un qui sait ou un professionnel. Après, il y a la solution, si on veut être tranquille, c'est d'acheter, on en trouve plein sur Internet, des appareils qui, eux, sont homologués et qui, normalement, ça offre cette garantie. Donc moi j'avais trouvé sur Banggood cette petite paire de Tokiwoki, là, des BF U9, qui a priori pour le prix, hein, vu que c'est moins de 30 € la paire, avec chargeur et tout ça, m'ont paru assez intéressant. Et j'ai vu que ça pouvait utiliser de 400 à 470 MHz, donc je me suis dit là-dedans, j'avais pensé naïvement qu'on pouvait régler la fréquence qu'on voulait, donc je m'étais dit je pourrais très bien régler les 446 qui vont bien. Mais en fait pas du tout. Et quand je les ai reçus, je me suis aperçu que ils étaient de base sur des canaux qui sont absolument pas utilisables en France. Et j'étais bien embêté parce que moi j'avais quand même pas du tout envie de me mettre en danger par rapport à ça. Et je me suis dit où je m'assois sur mes 30 €. Mais en cherchant un peu, je me suis aperçu que souvent ces appareils-là sont programmables. Et en effet, en cherchant, j'ai trouvé le cordon USB qui permet de les programmer. Hein. Comme on va le voir, c'est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'il ne se programme pas par le port USB, il se programme par le port écouteur. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et a priori, il y a un soft qui est très connu, qui s'appelle Chirp, qui gère déjà énormément de modèles, mais bien sûr pas celui-là. Alors là, j'ai galéré vraiment pour trouver le soft qui va bien, mais en demandant de l'aide sur le groupe Facebook, j'ai fini par trouver, je remercie les internautes qui m'ont aidé, le soft qui va bien. Apparemment c'est le même pour le BF T8, et comme on va le voir, à ce moment-là on peut régler pour qu'il utilise les canaux européens. Donc sinon on va le voir, c'est des appareils plutôt sympas, hein, très rapidement. En même temps ils font lampe de poche, ils ont Vox. Un Vox, ça veut dire que on peut faire que c'est au moment où on parle qu'ils se mettent en mode émission automatiquement, hein, parce que sinon il faut appuyer sur la fameuse pétale PTT, un push to talk, qui permet de rentrer en émission. On peut les verrouiller, on peut voir ce qui se passe. Là on voit le niveau reçu. Il fait tous les systèmes, là les 2 systèmes que j'ai dit intelligents. Il a un mode pour économiser les batteries, il a un système d'appel. On peut voir 2 canaux en même temps. Honnêtement, il a quand même pas mal de taux, on peut dire pour le prix, et en prime, il fait même radio d'assez bonne qualité, il permet d'écouter la FM si on veut. Donc, moi j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était plutôt bon, mais bien sûr, il y avait ce problème de fréquence. Alors, assez de blabla, regardons un petit peu rapidement ces appareils, et on va aussi en profiter pour, je vais vous montrer comment on peut leur programmer facilement et faire quelques mesures dessus. Bon, alors qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu 2 boîtes comme ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est là livré par paire, ce qui pour des Tokiwoki est pas mal. Donc, on a ici la boîte, en chinois pur jus. À l'intérieur de la boîte, alors moi j'ai tout regroupé dans une seule boîte, hein, mais je veux dire, on avait exactement 2 fois la même chose. Donc on avait une magnifique notice en chinois, donc ça aide pas. Et c'est pareil, trouver la notice en anglais, je l'ai trouvé, mais on va dire assez difficilement. Ensuite on avait donc les appareils, donc on va en regarder un. On avait par appareil un chargeur. Alors l'avantage c'est que ça charge sur de l'USB standard. Donc là on voit, voilà, c'est des chargeurs tout à fait normaux, mais c'est-à-dire qu'on peut les recharger sur n'importe quelle source USB. Il y avait bien sûr les câbles USB, il y a ces petits clips là qui permettent de les mettre à la ceinture. Et ici ce truc là, orange, qui permet éventuellement de les porter autour du cou. Donc voilà pour les appareils, hein, donc c'est vraiment très basique. Alors regardons un petit peu plus près les appareils en eux-mêmes. Donc c'est relativement léger avec la batterie. On l'a bien en main.
Et alors c'est assez ergonomique, c'est assez simple d'utilisation. On a là la LED justement qui permet de faire éventuellement LED de poche. Ici le bouton du volume, là la prise qui va permettre et la programmation et aussi bien sûr de mettre un casque micro, alors qui par contre n'est pas livré avec, donc on trouve facilement. La fameuse pédale PTT, donc on veut émettre, il faut appuyer ici. Et là c'est comment, bon, c'est assez ergonomique, hein. Donc quand on met en route, voilà, alors on peut voir déjà quelque chose d'intéressant, c'est que il y a une interface vocale. Alors par contre elle n'existe pas en français, elle est soit en anglais soit en chinois. Donc bon, moi je préfère la mettre en anglais, et on peut enlever la protection, hein. La mettre en anglais. Pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a un modèle qui n'a pas d'affichage. C'est pour ça qu'il permet en fait de faire ces réglages, on va dire, qu'à l'oreille. Alors on a deux canaux, et on peut très facilement passer d'un canal à l'autre en restant appuyé. Voilà, là par exemple, toc, je passe sur le 2. Et si on reste longtemps appuyé, je passe sur le 8. Donc en gros, on a deux canaux préprogrammés sur lesquels on peut aller assez vite. Au niveau des boutons, on a ici la lampe. Donc là, bon, on appuie un coup, ça s'éclaire. Un deuxième coup, ça passe en mode alarme et ça éteint. Bon, c'est vrai que sur le terrain, ça peut éventuellement servir. Maintenant, le but, c'est quand même pas d'en faire une lampe de poche. Alors au niveau des commandes, sinon, c'est très simple, hein, dans les menus. Ça, c'est le système des menus. Donc en fait, quand on va dans le menu, voilà, on a des points de menu, on en a 15. Et pour chaque menu, bah, soit on regarde la valeur qu'il a, voilà, soit on peut après rentrer dedans et par exemple choisir là si je veux la fonction Vox ou non. Et pour en sortir, eh ben, on revient ici, il fait confirme, ça veut dire qu'il l'a enregistré. Alors on peut régler un certain nombre de choses, sachant que comme je vais vous le montrer, hein, moi je l'ai programmé pour l'Europe, hein, c'est pour ça que maintenant quand il démarre, il marque Europe, à mesure où je l'ai programmé justement sur les fréquences PMR 446. Alors, une note par rapport à ça, c'est que normalement, quand je l'ai eu, il y avait un point de menu, hein, qu'on peut voir ici, qui permettait de régler voilà, la puissance d'émission. Alors, il y avait deux positions, low et high. On voit que maintenant, je ne peux plus le changer, hein. Même si ici, je mets high, quand je reviens sur power, il fait confirme, il revient à low. Pourquoi? Parce que quand on passe en mode Europe, eh ben, il reste avec une puissance limitée, de façon à être conforme à la loi. Alors c'est pareil, on a vu que eux, ils annoncent 8 watts d'émission. Alors déjà, est-ce que c'est des vrais watts ou pas, les watts chinois? Je suis toujours un petit peu sceptique, mais de toute façon, là, il reste sur la puissance mini. Alors, est-ce que cette puissance mini, elle est conforme aux 500 milliwatts réglementaires? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas vraiment moyen de la mesurer. Encore une fois, faut mesurer ça normalement à sa puissance rayonnée. Enfin voilà, je suis pas équipé pour le faire. Mais enfin, je pense qu'on est quand même pas loin des clous. Et dans la mesure où on émet sur la bonne fréquence, là, je pense que voilà, on prend quand même vraiment un minimum de risque. Mais voilà, là, on peut pas autoriser cette puissance plus grande. Alors, on peut aussi noter que l'antenne est fixée, elle est soudée. Contrairement à d'autres modèles, on peut pas mettre dessus une SMA. Et d'après ce que j'ai vu aussi, c'est pas, enfin, c'est fait exprès, dans la mesure où justement c'est pour empêcher les gens de monter des antennes différentes ou d'aller mettre des amplis ou des trucs comme ça. Là, l'antenne est soudée et comme ça. Donc voilà, une fois qu'il est programmé en mode Europe, je pense qu'il est quand même relativement conforme à la loi. Il n'y a qu'au niveau de la puissance où c'est pas très facile à dire. Voilà, ici c'est plutôt bonnard. Bon, voilà, je vais pas voir tous les points de menu. Ici, ce qu'on peut faire à tout moment, c'est se mettre appuyé sur Moni. Et Moni, en fait, ça coupe le squelch. Ça permet, par exemple, si je veux écouter ce qui se passe sur cette fréquence-là, et ben voilà, j'appuie dessus et j'écoute ce qui se passe. Donc là, on entend du souffle, qu'il n'y a pas d'émission. Le bouton ici, ça permet soit de le verrouiller, mais aussi de faire un appel. Donc là, si par exemple, je me mets sur la fréquence, alors faut que je fasse sur les mêmes fréquences. Voilà, par exemple ici. Et j'appelle. Voilà, on entend ici cette musique. Et si j'appelle de l'autre, j'entends une autre musique, c'est que j'ai choisi des musiques différentes. Voilà, alors comme je l'ai dit, sur le Cana 1, chez moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas mal de parasites. Maintenant, sur le 2, on peut faire une expérience qui est rigolote, c'est que j'ai programmé que le code, justement, de squelch intelligent, il n'est pas le même en émission et en réception. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que quand je l'émets à partir de celui-là, le deuxième, il reçoit mais il ne se déclenche pas. Alors que quand j'émets à partir de celui-là, là on voit bien que là il s'allume parce qu'il le reçoit.
Et ça montre bien le système. Hein, parce que si on regarde dans les menus, lui il a en RX code 67 et en TX 71. Alors que lui, il a RX 67, mais TX 67 aussi. Et là, je crois qu'on voit bien cette histoire de squelch sélectif. Hein, c'est-à-dire que là, on peut faire que c'est même pas donc c'est métrique. C'est-à-dire que lui, quand il appelle, lui, comme il n'est pas sur le bon code, il réagit pas. Alors que quand lui appelle, l'autre réagit bien à cet endroit. Donc voilà ce qu'on peut dire. C'est super simple d'emploi. Et alors FM, voilà. Il recherche automatiquement des stations. Et la qualité n'est pas si mauvaise que ça. Si on est en camping ou autre, après tout, si on veut écouter les infos ou de la musique, ça peut éventuellement servir, bien que, encore une fois, c'est pas le but vraiment de cet appareil de faire radio FM. Enfin, on va dire, voilà, c'est un petit plus. Et on peut en sortir comme on veut. Bon, là, il n'en trouve pas énormément de stations. D'un autre côté, ici, dans mon trou perdu, surtout dans mon lab, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc si on peut le régler avec différentes autonomies, on peut voir que ce qu'ils annoncent, c'est assez long. Et c'est vrai, là, depuis que je l'ai chargé, ils affichent toujours à fond. Et voilà pour ces petits Toki qui, bien sûr, seront très utiles si on veut faire de la balade. Moi, c'est pour pouvoir parler éventuellement avec mon épouse dans certains cas. Ça fera très très bien le job. Alors, pour ce qui est de la programmation, alors là, je rappelle que ce cordon n'était pas livré avec. Je ne l'ai pas trouvé sur Banggood. Je l'ai trouvé, faut le chercher. Alors, il faut faire très attention. Il y a plusieurs types de cordons. Il faut bien prendre un cordon pour ce modèle-là. Il y en a qui ont différents types de jack. Et comme je l'ai dit, bizarrement, ce truc-là, c'est un convertisseur USB série, hein, comme on en voit souvent. Mais manifestement, ça marche sur cette prise jack à plusieurs niveaux. Et pour programmer, donc, on la met à cet endroit-là. Et non pas sur le port USB, ce que je trouve très étrange personnellement, hein, parce que le port USB pour le recharger pour info, il se trouve ici, voilà, et on peut le voir à cet endroit-là. Je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais enfin voilà, il doit y avoir des raisons. Et donc, une fois qu'on va le brancher, comme on va le voir, faut d'abord brancher le câble, et au moment d'y accéder, il faut le mettre en route et mettre le volume à fond. A priori, c'est ce que disent les normes. Enfin, voilà, moi, je suis la doc, je ne cherche pas à comprendre. Donc, on va regarder tout de suite, justement, comment je l'ai programmé. Voici le programme qui permet de le reprogrammer. Hein. C'est quelque chose de très très simple, qui est des fois un petit peu buggé, mais enfin bon, on va dire, globalement, ça fait le job. Hein. De toute façon, c'est gratuit. Hein. À cheval donné, on ne regarde pas les dents. C'est donc plutôt simple d'emploi. Je mettrai le lien pour ceux qui seraient intéressés pour l'avoir. Donc la première chose à faire après, donc ça va de pouvoir lire l'appareil et le reprogrammer. Donc ce qu'il faut vérifier déjà, c'est qu'il est bien réglé sur le bon port COM. Alors quand on insère le câble, hein, c'est un driver assez standard, mais voilà, il faut repérer le port COM qui est simulé par le câble USB. Hein, moi chez moi c'est le 7. Et bien sûr ici l'indiqué. Ensuite, on se met en mode lire les données. On met en route l'appareil et avec le volume à fond, on fait start. Et voilà, il télécharge les données de l'appareil. Et voilà. Donc là, on peut lire ici tous les réglages qui sont faits dessus. Alors, par contre, la plupart des réglages qui sont à droite, ici, on peut aussi les faire via l'interface de l'appareil, donc c'est pas gênant. Et on voit ici, alors les canaux qui sont ce qu'ils appellent le mode général, où on voit pour chacun la fréquence émission-réception, est-ce qu'il y a un mode DCS, CTSS et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas ça ce qui nous intéresse. En gros, là, il faut le faire marcher dans ce qu'ils appellent le mode PMR mode. Voilà. Et là, on peut choisir différents pays ou zones. Voilà, par exemple Taïwan, donc là, China. On peut voir que selon les pays, il y a différents canaux, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est Europe. À ce moment-là, ici, on voit bien les différents canaux. Hein, ce sont bien les 8 canaux autorisés. On peut même choisir éventuellement dessus si éventuellement on veut un CTSS ou DCS. Mais ça après c'est pareil, on peut le re-régler à partir de l'appareil, donc c'est pas utile de le faire forcément ici. Et une fois qu'on a fait ça, il faut bien choisir ici justement, alors voilà, de temps en temps il est buggé, il fait ça, mais on fait continue, ça marche. Si on veut le mode général ou PMR.
Donc là, il faut bien le mettre sur mode PMR. Voilà. Et derrière, eh ben, on va simplement faire write data to radio. Voilà, je vais pas le reprogrammer parce que je veux pas faire sauter des réglages que j'ai fait, mais on fait start et puis ça le programme. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est grâce à ça que j'ai pu le régler correctement. Alors la première mesure qu'on peut faire pour voir un petit peu la justesse, là, ça va être en fait de simuler un émetteur. Donc là, je prends mon générateur HF et je vais émettre sur un canal avec une modulation de fréquence et on va regarder si on l'entend bien. Et ça va me permettre aussi de voir la largeur de bande. Alors je vais me mettre sur le canal 3 parce que le 1 chez moi est relativement parasité, ce qui fait que c'est pas très fiable. Donc la fréquence c'est 446.03125. Donc ça c'est très facile à faire. Je vais ici choisir la fréquence. Donc on a vu 446.03125 MHz. Voilà. Et alors bien sûr après pour l'entendre, il faut que je choisisse une modulation. Donc là, au niveau de la modulation, je vais choisir FM. Je vais choisir une porteuse sinus avec une déviation faible. Hein, on est en bande étroite. Donc ici, je vais choisir par exemple 2 kHz. Voilà, hein, histoire d'avoir quelque chose. La fréquence de la porteuse, je vais choisir 1 kHz. Hein, comme ça, on aura quelque chose d'audible. Et donc, on va mettre en route la modulation comme ça. Et on va bien sûr augmenter un petit peu la puissance de sortie. Pour l'instant, on va se mettre à 0 dBm, voir ce que ça donne. Alors, allons-y. Donc là, on va mettre en route la sortie. Et voilà, là, on entend très bien dans le récepteur la porteuse. Je dirais même, je la reçois plein pot. Donc là, on va atténuer un petit peu voilà, le signal. Voilà, on voit que c'est assez sensible. Voilà, là, on est en dessous du squelch, donc on ne l'entend pas. Et à partir de ici, on l'entend. Alors bien sûr, il y a un petit peu de bruit. Et bien sûr, plus on va augmenter ici, plus on l'entend fort et clair. Alors, je vais baisser bien sûr le bruit. Donc là, ça prouve qu'on est bien dans la fréquence. Alors maintenant, on peut aussi regarder justement la déviation. À partir de quand ici, on la reçoit plus. Donc là, par exemple, si je fais déjà varier par pas, on va dire de 10 kHz. Voilà, on voit que je commence à plus rien recevoir. Voilà, à partir de 0,24, je passe par le maximum et pareil après. Voilà. Donc là, on voit bien aussi que la largeur de bande par rapport à la fréquence nominale de 0,3 125, voilà, elle est bien respectée. Donc ça, c'est une première mesure qu'on peut faire. Qui est assez intéressante. Et on voit aussi que, bon, maintenant, enfin, la mesure de la sensibilité ici, elle est un peu pourrie, vu que c'est juste un complage comme ça, avec une antenne qui est un simple bout de ferraille. Hein. Ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Bon, enfin, voilà, ça permet quand même d'avoir, on va dire, une idée. Alors, ce qu'on peut aussi regarder, c'est la bande passante BF. C'est-à-dire, là aussi, en changeant la fréquence de la porteuse, voilà, voilà. On voit que au-delà de 3 kHz à peu près, ça coupe, ce qui est à peu près normal. Voilà, on voit que ça baisse très très vite, parce que encore une fois, c'est de la bande étroite pour le son. Et si on regarde au niveau près dans l'autre sens, voilà, ici, voilà, on voit qu'en dessous de 300 Hz, quasiment, on n'a plus rien. On voit que la coupure est très franche, mais ce qui est assez logique, dans la mesure où, comme je l'ai dit, le système de squelch, lui, il va faire des fréquences qui sont en dessous. Donc là, on voit que le filtrage est vraiment, voilà, c'est vraiment très efficace. Voilà. Mais sinon, on a bien toute cette bande passante là, ici. Donc voilà pour ces mesures. Donc maintenant, on va regarder dans l'autre sens, avec l'analyseur de spectre, un petit peu la gueule de la porteuse. Bien, alors on peut faire quelques mesures vite fait avec l'analyseur de spectre. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis une bête antenne là à l'entrée. J'ai mis un atténuateur 20 dB aussi à l'entrée, hein, d'ailleurs que je l'ai matérialisé ici. Sachant que voilà, enfin c'est plus pour voir un petit peu la gueule de l'onde que pour faire de la mesure. Donc là on voit très bien quand j'émets, voilà la porteuse ici qui apparaît. Et on peut déjà voir, hein, là pour info, là je me stoppe à 1 GHz, qu'il y a très très peu d'harmonique.
Hein, il y a des gens qui m'avaient laissé en commentaire comme quoi c'était assez pourri. Là, on voit que c'est plutôt clean. Alors, si on mémorise la trace, là, on peut le faire comme ça, et qu'on vient se mettre là sur le pic, alors, on voit que là, il m'affiche une fréquence de 446,666 MHz. Alors, c'est pas terrible, mais enfin, d'un autre côté, là, vu la résolution que j'ai là, c'est normal qu'elle soit pas précise. On va pouvoir le voir. Enfin, la première idée ici, c'était de regarder un petit peu les harmoniques. Hein. Donc, si on se met maintenant sur la fréquence maximum de fin, voilà, on peut continuer à voir ici que voilà, la pureté spectrale du biniou est plutôt bonne, à mesure où s'il y avait des harmoniques, on trouverait sur des multiples de la fréquence porteuse ici des bandes, que là on ne voit pas du tout. Alors maintenant, on va essayer de se centrer plus sur cette onde-là. Donc là, on peut très bien utiliser en émission le mode autotune. Là, qui va se mettre directement dessus, je pense. Voilà. Et là, on voit que la fréquence est bien meilleure, vu qu'il y a 446, 00, 57, 46, alors que c'est 625, mais enfin voilà. Là, on voit très bien que c'est relativement stable, et on voit la porteuse comme ça. Donc là, j'ai considérablement réduit le span, hein, je l'ai mis à 58 kHz, et la résolution, et là, on va voir que, on voit carrément la modulation. Voilà, par exemple, là, on voit que quand je parle, on voit bien ici l'occupation spectrale due à la modulation de fréquence. Et on voit que, voilà, globalement, elle ne dépasse pas ici ces deux valeurs, ce qui montre bien le côté, on va dire, bande étroite ici. Hein. Donc là, on va essayer de mémoriser la trace. Voilà. On voit qu'on a bien une fréquence centrale qui correspond bien à la fréquence de la porteuse, hein, 625. Là, voilà, on voit que c'est 618, on est vraiment très bon ici. Si on utilise ce qu'on appelle un marqueur delta, là, voilà, on peut voir que déjà avec cette atténuation-là, on voit qu'on a une largeur de bande de 5 kHz à peu près. Encore une fois, l'idée ici n'est pas de faire une mesure très précise, mais ça permet de voir quoi? Ça permet de voir que on voit bien ici le côté bande étroite, hein, dans la mesure où on voit que la bande occupée est relativement très faible, hein, ce qui est nécessaire, hein, dans la mesure où on l'a vu, les canaux ne sont pas espacés énormément. Et on a pu voir aussi tout à l'heure donc que la pureté spectrale est plutôt bonne, ce qui prouve que c'est plutôt, je veux dire, correct. À ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà pour cette vidéo, ma foi, un petit peu longue, hein, mais voilà, je pense que c'était quand même utile de rappeler un petit peu quelques bases de la réglementation, sachant que, voilà, comme je l'ai dit, on peut vite faire n'importe quoi. Je suis assez partagé sur la note à donner à ces appareils, parce que du point de vue de la qualité et du rapport qualité-prix, c'est quand même excellent. Comme on a pu le voir, les mesures montrent que c'est relativement conforme à la loi une fois que c'est bien programmé. Quasiment 15 € pièce, on a quand même des produits, enfin, pour moi, d'excellente qualité. Après, ce qui baisse la note, bien sûr, c'est le fait que, voilà, si on fait pas gaffe et qu'on les achète sur Banggood, il n'y a rien vraiment d'explicite et on peut vraiment se faire avoir par rapport à ça. Il y a aussi le fait que la doc, elle est en chinois et tout. Donc, enfin, à la limite, je serais presque tenté de donner deux notes. De donner la note à l'appareil en lui-même, et la note, là, pour moi, elle est excellente. Je mettrais 18, parce qu'une fois que c'est bien programmé, c'est super bon. Maintenant, la note globale du fait d'acheter ce truc-là avec, tous les non-dits qu'il y a avec, bah là, je mettrais 12, parce que, voilà, enfin, c'est vraiment pas forcément clair. Mais enfin, donc, voilà, je mettrai de toute façon pas mal de trucs en lien en commentaire de la vidéo, hein, pour ceux que ça intéresse. Je rappelle aussi, très rapidement, que quand on cherche des docs, enfin surtout des logiciels, soyez très prudents. Hein, quand on cherche ce genre de choses, on trouve un peu de tout, et souvent, dans les logiciels qu'on trouve, il y a des belles saloperies avec. Donc, des précautions, j'en reparlerai bientôt pour un autre truc que je vais vous montrer, de toujours faire très attention, de les passer à l'antivirus, aussi bien l'installeur qu'une fois installé, et de commencer à les mettre une première fois dans une sandbox ou enfin, voilà, une machine virtuelle, un truc comme ça. C'est quand même une bonne précaution parce qu'il y a vraiment des fois des belles saloperies avec. Enfin voilà, celui que j'ai trouvé, lui, était clean, il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Bon bah sinon, on part encore pour le déconfinement, hein Maurice? Alors, comment ça se passe? Tu penses que tu t'es fait baiser? Oh, pourquoi ça? Parce que c'est pas juste le rayon de 100 km autour de soi. Pourquoi c'est pas juste 100 km pour tout le monde?
Ouais, mais nous, on habite au bord de la mer, donc on s'en fait niquer la moitié. Quelque part, on peut voir ça comme ça. Enfin bon, on va bien voir comment ça évolue. Donc le grand mégahertz, Dieu des porteuses, vous fasse de belles émissions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.